Merci là, de votre discipline. Je vais inviter tout le monde à prendre place. On va recommencer tranquillement. On est dans les temps. On a repris notre petit retard du matin. Donc, merci à tout le monde pour votre collaboration. Je vais céder la parole à Mme Marie-Claude Lortie, rédactrice en chef du Droit, pour la suite de l'avant-midi. Et puis, ensuite, il y aura Mme Desmarais qui viendra faire un mot de la fin. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Merci beaucoup, Mme Lortie. Bon panel. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité pour modérer ce panel parce que c'est un sujet vraiment super intéressant. Un petit mot de bravo à Luco pour ses fauteuils. Je trouve ça vraiment particulièrement confortable. C'est la première fois que je vois ça, un colloque aussi cosy. Je ne sais pas s'il y a des coûts environnementaux induits au transport de ces fauteuils-là, mais j'espère que non parce que c'est vraiment nice. Donc, je suis là pour animer le panel qui va porter sur la place du gaz dans l'avenir énergétique de l'Outaouais. Et particulièrement, je pense qu'on est intéressé de parler ici de la place du gaz dans le chauffage résidentiel, mais pas juste ça, là, mais c'est vraiment une grande partie de la place du gaz, comme on le sait, comme ce qui est arrivé lundi, malheureusement, nous l'a rappelé, là. Le gaz, c'est quand même, ça fait partie de nos vies avec sa chaleur et ses dangers. Alors, pour parler de ça, il y a Normand Mousseau, le directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier. Bonjour, M. Mousseau. Bonjour. M. Jean-Benoît Trahan, président de Gazifère. Bonjour. Et Bilal Tabeshout, conseiller à la transition énergétique de Vivre en Ville. Bonjour. Alors, merci à vous trois d'être là. Et je vais vous inviter un à la suite de l'autre à nous présenter comment vous voyez le thème de la discussion d'aujourd'hui. Allez-y, à vous, M. Mousseau. Vous préférez ici? Oui. Donc, je vais commencer quand même pendant que ça. Alors, ce dont je vais vous parler, ça s'appuie entre autres sur un plan qu'on a développé à l'Institut de l'énergie Trottier, qu'on a proposé pour le Québec là, en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc, on a fait une analyse un petit peu de ce que le Québec a dans ses plans. On s'aperçoit qu'il y a des trous importants. Et aussi, donc, on a essayé de voir comment, en s'appuyant sur de la modélisation technico-économique, qui est faite par la même firme que celle qui appuie le Dunsky là, pour les projections, donc la firme ESMIA. On a regardé un petit peu les enjeux de transformation nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques du Québec. Donc, dans un premier temps, on ne voit pas qu'il est possible que le Québec réduise de 37,5 % ses émissions d'ici 2030. En termes de transformation, il y a trop de trous dans les objectifs actuels du Québec. Quand on fait la modélisation technico-économique pour voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, donc quand je dis modélisation technico-économique, en gros, on évalue quelle est la façon de dépenser notre argent la plus efficace pour transformer et atteindre nos objectifs climatiques. Donc, ça implique une transformation, pas des comportements individuels, mais des technologies. Quand on investit dans l'efficacité énergétique, dans les thermopompes, tout ça, on met en place ces informations-là, puis on regarde où est-ce qu'on s'en va. On s'aperçoit d'abord que ça va être difficile. On s'aperçoit qu'en 2050, il va rester énormément d'émissions dans le système qu'il faudra capter d'une façon ou d'une autre et séquestrer. Et ça, ce ne sont pas des projections, ce n'est pas une prédiction, c'est une description des enjeux dans le système actuel qu'on a, avec les technologies qu'on est en train de voir. Par contre, ce qui ressort de manière remarquable, c'est que le gaz naturel n'a pas de place dans une voie qui nous amène à la carboneutralité. Le gaz naturel doit absolument sortir du système. Le gaz naturel renouvelable, dans le contexte où on va devoir faire beaucoup de séquestration. Donc, encore une fois, c'est dans un contexte où les technologies qu'on analyse, qu'on met dans notre modèle, sont basées sur ce qu'on connaît aujourd'hui. La biomasse va devoir servir beaucoup à faire ce qu'on appelle des émissions négatives pour compenser ce qui va rester de pétrole, qui va rester d'autres émissions industrielles en 2050. Donc, quand on est dans un chemin vers la carboneutralité, on ne peut pas maintenir énormément de gaz naturel renouvelable dans le bâtiment. On ne peut pas garder de gaz naturel, point. Et quand on fait les analyses à plus court terme, donc
comment on peut décarboner et atteindre nos objectifs climatiques, il est certain que la décarbonation du bâtiment, c'est la façon la plus simple de commencer à décarboner. On a au Québec beaucoup d'électricité. L'électricité est à faible émission carbone, donc on a une électricité qui a peu d'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, sortir les combustibles fossiles du bâtiment est la façon la plus simple d'arriver à nos objectifs. Quand on a fait le plan Québec, par exemple, il est évident qu'on est conscient de la pointe. Et ce qu'on dit dans nos projections, dans cette analyse-là de ce que devrait faire le Québec, c'est que, tout d'abord, à partir d'aujourd'hui, aucun nouveau bâtiment devrait se chauffer au gaz naturel ou au mazout ou à un produit pétrolier. Donc, on devrait interdire dès maintenant l'utilisation dans tout nouveau développement de ces sources-là. Il faut développer une vraie réglementation de la pointe, donc définir c'est quoi la pointe. La pointe, ce n'est pas 6 heures le soir en général dans l'année. Okay? La pointe au Québec, c'est quelques dizaines d'heures par année. Après ça, quel est l'impact de la transition énergétique, de l'électrification de du système énergétique sur la pointe? Est-ce qu'elle va s'élargir? Est-ce qu'elle va s'amplifier? Mais ça reste à évaluer, ça reste à calculer, et on a absolument besoin de faire ces évaluations-là rapidement et sérieusement pour encadrer cette pointe. Il nous semble que la pointe devrait être, pour éviter les coûts, on parlait de, Mme Arbeck parlait des coûts du système, là, la pointe devra vraisemblablement être gérée de manière délocalisée par les bâtiments, par les propriétaires des bâtiments, pas par l'ensemble, parce que ça coûte trop cher. Mais cette pointe-là n'est pas une excuse pour garder le gaz naturel ou les combustibles fossiles dans le système de chauffage. Et je dirais, c'est là que, malgré ce qu'on entendait tout à l'heure, Hydro-Québec, plutôt que de faire son travail de gérer la pointe et de mettre en place une réflexion sur des technologies carboneutres pour la pointe, a décidé plutôt que de s'allier avec Énergir, entre autres, pour dire on va garder le gaz naturel dans le réseau, puis ça va éviter à Hydro-Québec de faire son travail d'appuyer une réflexion sur un monde carboneutre. Donc, en gros, Hydro-Québec ne veut pas faire le travail d'appuyer vraiment le chemin vers la carboneutralité. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, pour moi, quand on regarde le contexte de transition, la transformation du transport, ça serait quelque chose de difficile et long. Et je suis d'accord ici avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, on ne peut pas s'appuyer simplement sur la voiture. Il faut réduire le nombre de voitures sur les routes. Il faudra trouver, faciliter des solutions alternatives. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière rapide parce qu'on a construit des villes, on a construit des régions avec un aménagement du territoire basé sur la voiture. Et transformer ça, ça ne se fait pas en 7 ans, qui est l'objectif, le premier objectif, entre autres, au Québec, et l'objectif de la ville de Gatineau, là, de réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, la voiture électrique va jouer, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut mettre en place tout de suite des alternatives, des moyens pour réduire la demande en transport individuel automobile. Ceci étant, bon, je vais arrêter ici, je pense que j'arrive, comme j'avais pu ma présentation. Donc, encore une fois, je vais être clair, là, pour moi, il faut, dès maintenant, et on devrait s'appuyer un peu sur ce que fait Montréal. Donc, Gatineau devrait interdire tout nouveau bâtiment au gaz ou au propane ou au combustible fossile dès aujourd'hui. Et ensuite, mettre en place une vraie vision de décarbonation complète du secteur du bâtiment sur une dizaine ou une quinzaine d'années afin d'appuyer la transformation qui va être beaucoup plus dure dans les autres systèmes énergétiques auxquels on parle. Merci. Bon, la table est mise. Maintenant, ça va être au tour de Jean-Benoît Trahan, qui est président de Gaz-IFER. Puis j'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Est-ce qu'on doit arrêter le gaz? Est-ce que c'est le temps de chercher une job du côté de la géothermie, peut-être? Alors, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'une entreprise en énergie doit être limitée à une seule source d'énergie? Mais revenons un petit peu en arrière. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu, et vous comprendrez que je suis parti en désaccord avec M. Mousseau, puisque, ultimement, lorsqu'on parle d'énergie puis qu'on parle de transition énergétique, ce qui est la chose la plus difficile à accomplir à partir de maintenant, c'est d'être capable, en réalité, de
d'arriver à avoir suffisamment d'énergie renouvelable. On est en réalité, hier, il y a eu un petit débat à l'Assemblée nationale à savoir est-ce qu'on est en crise énergétique. Je vous dirais, on n'est pas en crise énergétique au Québec, mais on est en crise énergétique d'énergie renouvelable. Et ce n'est pas juste le Québec. Au Québec, on est à peu près à 50 d'énergie renouvelable, électricité, biomasse en date d'aujourd'hui. Et quand on regarde dans le reste du Canada, on est plutôt à 80 d'énergie fossile dans le reste du Canada, 20 d'énergie renouvelable. Alors, le pas pour être capable, excusez, ça me faisait mal aux oreilles, fait que je vais essayer de ne pas refaire la même chose. Le pas pour être capable de décarboner l'ensemble de nos énergies va être très grand. Il y a 3 choses qu'il faut absolument être capable d'accomplir lorsqu'on veut décarboner l'énergie. Le premier, M. Pinault en a parlé abondamment aujourd'hui, et c'est l'efficacité énergétique. Si on est en manque d'énergie renouvelable, si on est capable d'abaisser notre besoin d'énergie, c'est la première chose qu'on doit faire. Là-dessus, on dit, bien, vous avez augmenté votre nombre de consommateurs. C'est vrai, de 2005 à 2020, on a augmenté de 25 le nombre de consommateurs chez Gazifère. On a baissé nos volumes de 4 durant la même période au niveau de la clientèle résidentielle. Alors, ça démontre juste ici qu'il y a une évolution qui se fait au niveau des équipements, au niveau de l'efficacité des équipements. Quand on parle d'efficacité énergétique, il faut parler d'une efficacité globale aussi. Pas juste s'arrêter sur l'efficacité de la machine. Il faut avoir une vision davantage d'ensemble. Le deuxième élément qu'il faut absolument regarder, c'est tout ce qui touche en réalité à la production des énergies renouvelables. Ici, il faut parler de maximisation de toutes les énergies renouvelables. Et oui, il faut produire davantage d'énergie renouvelable électrique, il faut produire davantage de gaz naturel renouvelable, mais ce n'est pas tout. En réalité, il y a 4 vecteurs énergétiques qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire. Hein? L'énergie, c'est le sang de notre économie. Il y a le solide, le bois, le charbon, etc. Il y a le liquide, l'essence, le diesel. Il y a les gazeux, gaz naturel, hydrogène. Et il y a le filaire électrique, qui est le 4e vecteur. Et ce sont les 4 vecteurs qu'il faut être capable de décarboner. Et on est chanceux ici, dans la région. On a énormément de capacités de décarbonation des secteurs liquides et des secteurs gazeux, notamment par la grande quantité de biomasse forestière qu'on a entendu parler déjà ce matin. Le 3e élément qui est important à faire, c'est l'optimisation des énergies entre elles. Ce n'est pas d'éliminer des énergies, mais c'est de les faire travailler entre elles pour avoir vraiment une optimisation ultime. Et ça, c'est la partie qui est probablement la plus difficile. M. Mousseau parle négativement de l'entente entre Énergir et Hydro-Québec. Je suis ambivalent sur cette entente-là, à dire franchement. Mais quand on regarde toutes les pertes énergétiques industrielles qu'il y a, comment est-ce qu'on pourrait récupérer ces chaleurs-là, les utiliser? Ça va prendre quoi pour faire ça? Ça va prendre des canalisations. Il va falloir travailler différemment. Mais pour être capable de faire ça, il faut travailler ensemble. On ne peut pas faire ça tout seul. On travaille chez nous pour faire un hub énergétique renouvelable pour l'Outaouais. C'est un hub de plusieurs milliards de dollars. On travaille avec plusieurs acteurs. On travaille notamment avec ERCO Mondial, avec Evolugen, avec Gazifère. On travaille avec des acteurs finaux, des industriels. Il faut amener tout ce monde-là à se parler, à travailler ensemble, à prendre les énergies résiduelles ou les opportunités résiduelles, à maximiser l'utilisation des infrastructures qu'on a en place pour être capable de faire un projet qui, en bout de ligne, va être économique. Parce qu'en bout de ligne, là, faire la transition énergétique doit être également économique. Mais si on ne fait pas ces 3 éléments-là, on n'y arrivera pas. Et la plus grande difficulté, c'est de travailler ensemble. Alors, tous ceux qui tentent de pousser une énergie en dehors d'une autre, à mon avis, font en sorte de faire en sorte de ne pas accomplir la transition génétique parce qu'on a les 3 éléments absolument à travailler ensemble. Là-dessus, simplement vous mentionner, chez Gazifère, depuis 2020, on vend du gaz naturel renouvelable. Chaque client qui le désire, si vous êtes client de Gazifère, vous pouvez être à 100 gaz naturel renouvelable. On s'est mis 100 gaz naturel renouvelable comme premier client, on pensait être tout seul, ça a pris une journée, on en avait un deuxième. Mais ça s'est étiolé un petit peu depuis. Ça prend la publicité, on a changé la manière, il faut éduquer les gens parce que les gens manquent d'éducation. Notre service à la clientèle éduque, parle avec les gens. Aujourd'hui, on a 4 vous me direz, ce n'est pas beaucoup, on a 4 de clients qui acceptent volontairement de prendre du gaz naturel renouvelable chez nous. 4 c'est le plus haut niveau en Amérique du Nord, à ma connaissance, de clients volontaires. On est capable de faire les choses, mais pour ça, il faut qu'on travaille ensemble pour y arriver. Dans les 3, efficacité énergétique,
maximisation des énergies renouvelables et optimisation des énergies entre elles. Est-ce que ça répond? Je sais que c'est pas le moment de poser la question, mais le gaz renouvelable, il chauffe-tu différemment? Absolument pas. Il n'y a aucun changement technologique nécessaire à faire. Il émet des gaz à effet de serre quand même? Pas nécessairement, parce que quand on prend, par exemple, dans un cas d'une situation où c'est un site d'enfouissement, le gaz naturel va être carboréducteur. Hein? Actuellement, le méthane s'en va dans les airs et est 26 fois plus nocif. Il est pris, il est consommé, il va émettre du CO2 au moment de la consommation, mais quand vous prenez l'ensemble du cycle, il va être inférieur. Alors, le gaz naturel renouvelable a cette capacité-là, en réalité, d'être non seulement carboneutre généralement, mais même d'être carboréducteur dans plusieurs cas. Merci. Maintenant, autour de Bilal, notre troisième panéliste. Je vous invite à venir trancher entre ces deux positions. On va essayer. Ah, ok, parfait, c'est super. Ouais. Donc, bonjour tout le monde. Je vais essayer de trancher entre les deux panélistes qui m'ont précédé. Mon point de vue va être un petit peu différent. Je viens ici pour parler aux citoyens de Gatineau, puis aussi aux élus de Gatineau. Et donc, je vais essayer d'établir les possibilités au niveau municipal d'un point de vue réglementaire. Donc, on va passer à la prochaine slide. Donc, moi, je suis conseiller à la transition énergétique à Vivre en Ville. On est un organisme qui a pour but d'aider à la formulation de collectivités viables au Québec. Ça peut toucher autant l'aménagement du territoire, la mobilité, et moi, je travaille principalement sur les enjeux de transition énergétique. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on fait de la recherche et formation. Je vous demanderai de passer 2 slides, s'il vous plaît. Et conseil et accompagnement. Et donc, voilà, on essaie de travailler vraiment de l'échelle de l'agglomération jusqu'à celle du bâtiment. Et donc, voilà d'où je vous parle aujourd'hui. Prochaine slide, merci. Donc, quand on parle de consommation énergétique, de décarbonation du bâtiment, il y a plusieurs aspects. Il y a toutes les émissions de GES qu'on produit dans la construction d'un bâtiment, qu'on pense au carbone intrinsèque. On pense à tous les efforts qu'on va devoir faire en adaptation des bâtiments au changement climatique, qui relèvent aussi également de nos défis. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'enjeu de la consommation énergétique et de sa décarbonation. Donc voilà, ça sera l'objet de ma présentation. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, juste pour mettre la table. Le bâtiment, c'est un enjeu prioritaire de décarbonation au Québec. Et les principales politiques publiques qu'on a actuellement à notre portée le spécifie. Donc, on a déjà nommé notamment l'enjeu du plan pour une économie verte 2030 qui vise une réduction de 50% des émissions de GES du chauffage des bâtiments par rapport à 1990. Par contre, également dans le plan directeur de transition énergétique Québec, on spécifie que le secteur résidentiel doit être le premier à avoir achevé sa transition énergétique et le commercial et institutionnel doit avoir le plus haut taux de progression des énergies renouvelables d'ici 2030. Donc, c'est des considérations qu'on doit avoir en tête lorsqu'on pense à une politique de décarbonation. Je vais passer, il y a notamment le comité consultatif sur les changements climatiques qui plus ou moins adopte le même point de vue. On va passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, pourquoi un chantier prioritaire? C'est que les solutions actuellement existent pour décarboner le bâtiment. On peut penser aux solutions en performance énergétique et par rapport à l'augmentation, la bonification des normes de construction. On peut penser à des procédés techniques comme la thermopompe et les accumulateurs thermiques, la tarification dynamique qu'on a déjà traitée, et notamment la gestion pilotée de l'énergie au sein d'un bâtiment. Donc, tout ça nous amène à dire que la décarbonation du bâtiment, elle est prioritaire au Québec, puis on doit en tenir compte dans les échéances qui viennent. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les municipalités commencent à se positionner, donc on peut penser à la déclaration d'urgence climatique qui a été adoptée par plusieurs municipalités, à la plateforme municipale pour le climat de l'Union des municipalités du Québec qui encourage la conversion énergétique dans le bâtiment, et notamment, comme ça a été spécifié, la Ville de Montréal qui exigera que tous les bâtiments neufs soient zéro émission en 2025. Prochaine slide, s'il vous plaît. En fin 2022, 5 municipalités plaident pour une sortie du gaz naturel. Et parmi ces 5 municipalités, Montréal n'en fait pas partie. Donc, c'est 5 municipalités qui s'ajoutent à la vague. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ça s'inscrit dans un mouvement qui traverse l'Amérique du Nord. Cette avant-garde, cette prise en compte de la décarbonation des bâtiments au niveau municipal, on la retrouve à Vancouver, dans des villes en Californie, dans le Massachusetts et à New York.
Prochaine slide, s'il vous plaît. Et c'est là où je vous amène, c'est qu'à vivre en ville avec le Centre québécois du droit de l'environnement, on a fait une étude pour évaluer les capacités réglementaires, les compétences réglementaires des villes au Québec pour réglementer la décarbonation du bâtiment. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il existe des voies juridiques, selon la loi sur les compétences municipales, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'établir un cadre réglementaire à l'échelle d'une municipalité pour encourager la décarbonation du bâtiment, notamment en limitant les émissions. Mais on encourage par contre les municipalités du Québec, tout en allant de l'avant, de demander qu'un cadre réglementaire plus général soit mis en place à l'échelle du Québec. Prochaine slide, s'il vous plaît. Lorsqu'on pense à un cadre réglementaire, à quoi ça peut ressembler ici au Québec? Donc, on a déjà parlé des bâtiments neufs. Donc, demander des bâtiments neufs, zéro émission. Donc, zéro émission opérationnelle, qui exclut tout recours à des formes de compensation en dehors du site, et donc qui stipule un non-raccordement au réseau gazier. Ça n'a pas besoin d'être stipulé. Le simple établissement d'une norme d'émission de GES peut servir à éviter le gaz naturel dans le bâtiment. Prochaine slide, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle du cadre bâti existant, les compétences municipales permettent également d'avoir des normes de performance en termes d'émissions pour le bâti existant également. Donc, ça va demander une prévisibilité dans l'application des seuils de performance pour permettre aux acteurs de s'adapter, une exigence en sobriété et en efficacité énergétique, et également faire attention à s'assurer de la décarbonation des bâtiments lorsque les appareils de chauffage arrivent en fin de vie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Nous, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'un cadre réglementaire, souvent, on pense à ça comme un command and control par rapport à d'autres incitatifs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un cadre réglementaire, avant même de fournir les normes de la décarbonation, va offrir un signal à l'ensemble du marché immobilier que la décarbonation arrive. Actuellement, ce signal-là n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on continue à voir le gaz naturel avancer dans le milieu du bâtiment. Et au niveau municipal, il faut penser autant au marché de l'immobilier qu'à l'échelle gouvernementale, parce qu'on ne pourra pas réussir la décarbonation des bâtiments uniquement en réglementant au niveau municipal. Il faut que ce soit une vague municipale qui permette des avancées au niveau gouvernemental. Je n'ai pas envie de dépasser mon temps. Le principe général de mon exposé, c'était de dire qu'il y a des compétences réglementaires pour les municipalités pour assurer une décarbonation du bâtiment. Et c'est souvent une compétence qui n'est pas reconnue, ou en tout cas dont on ne connaît pas l'existence. Et donc, je vous invite à aller lire ce rapport de recherche qui a été rédigé par le Centre québécois du droit de l'environnement. Puis je pourrais rajouter d'autres commentaires lors de la période de questions. Merci. Bon. Merci pour cette présentation qui nous ramène à la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est est-ce que Gatineau, vu qu'on est à Gatineau maintenant, devrait carrément interdire les branchements de gaz dans les nouveaux développements? Parce qu'en ce moment, ça se fait encore. Il y a encore plein de nouveaux développements qui se construisent où tout le monde chauffe au gaz. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dépassé puis qui devrait être formellement interdit du jour au lendemain? Je pose la question. L'enjeu, c'est le passage à l'échelle. Okay? 4 %, ce n'est pas 100 %. La Ville de Gatineau s'est donné comme objectif de réduire de 35 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est dans 7 ans. Okay? Donc, une réduction de 3 % ici, une réduction de 1 % ici, ça ne nous amène pas à ces chiffres-là et ça ne nous amène pas à 100 % en 2050, qui est aussi un objectif de la Ville de Gatineau. Quand on fait le bilan total, on ne peut pas dire on va réduire chaque secteur d'un petit peu, puis à la fin, on va y arriver. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus difficiles à décarboner que d'autres. Et dans ce contexte-là, il faut faire des choix et accepter qu'il va falloir accélérer dans certains secteurs. Le secteur du bâtiment, certainement le secteur encore plus le résidentiel, même le grand bâtiment, font partie des secteurs les plus faciles à décarboner, ou en tout cas à ne pas carboner quand on parle de chauffage pour les nouveaux bâtiments, puis les plus faciles. On a les technologies, on sait quoi faire, les risques sont relativement faibles, on s'appuie sur un réseau électrique existant solide. Et dans ce contexte-là, pour moi, on ne peut pas maintenir le gaz naturel dans ces secteurs-là. Le gaz naturel renouvelable sert beaucoup
comme une façon pour le gaz naturel non renouvelable de rester dans le système. C'est une façon de dire, on dit, regardez, on a 4 de gaz naturel renouvelable. Ça veut dire quoi? C'est quand même 96 de gaz non renouvelable qui est dans le système présentement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on ne peut pas maintenir ces infrastructures. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place du tout pour le gaz naturel renouvelable, mais les quantités disponibles font en sorte qu'il va devoir être utilisé pour des services énergétiques très particuliers où les alternatives n'existent pas. Ça peut être dans le secteur industriel, ça peut être dans certains secteurs stratégiques, si on veut, et c'est là qu'il faut le maintenir, pas prétendre qu'il peut servir de manière générale. Alors, vous comprendrez que je suis en total désaccord. On parle de transition énergétique. Alors, il faut nécessairement qu'il y ait une évolution. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est vrai. Il faut comprendre aussi qu'on est réglementé. On a une réglementation qui nous limite aujourd'hui à obtenir des volumes plus élevés. Notre objectif chez Gazifère, c'est d'atteindre, parce que si on regarde le bâtiment, l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50 de décarbonation d'ici 2030 dans le domaine du bâtiment. Et ce qu'on veut faire, c'est d'être capable de servir 50 de gaz naturel renouvelable d'ici 2030. On est le seul distributeur au Canada, à ma connaissance, qui a pris cet engagement-là, qui y travaille abondamment. On travaille actuellement à obtenir des volumes importants. On développe des projets locaux de gaz naturel renouvelable. Il faut arrêter de parler de gaz naturel renouvelable, il faut parler de gaz renouvelable. Et quand on parle de gaz renouvelable, on inclut également l'hydrogène. On a des grandes quantités d'hydrogène rejetées dans les airs à chaque année ici. Si on n'utilise pas nos conduites pour y arriver, on n'y arrivera pas. Je reviens tantôt, on parlait des 4 éléments. Là, quand on parlait du réseau des énergies, on parlait du liquide, du solide, du filaire et du gazeux. En réalité, il faut faire travailler ces infrastructures ensemble. On dit, c'est pas compliqué, on va mettre ça électrique. Je peux vous dire qu'on a des appels régulièrement où est-ce que l'électricité n'est pas capable de subvenir. Non pas qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité dans le barrage, soit qu'il n'y en a plus assez au niveau du transport, soit qu'il n'y en a plus assez au niveau de la distribution. Alors, lorsqu'on vient mettre des implications de cette nature-là, des no-go, ce qu'on vient faire, c'est limiter puis rendre plus complexe encore le domaine de la construction dans les prochaines années dans la région. Alors, on regarde ça et on se dit, ouais, mais là, on a un manque de bâtiments dans la région. Alors, je vous dis, c'est quoi qui va arriver si jamais on s'enligne là-dedans? On va avoir des gros enjeux. Des gros enjeux parce qu'en bout de ligne, à un moment donné, il y a des infrastructures en arrière, puis il y a des demandes de matériaux. Et on sait, on vient de passer par une pandémie, on le voit ce que ça fait lorsqu'on a des manques de matériaux, et c'est problématique. Alors, lorsqu'on arrive dans des secteurs, des secteurs urbains, on doit changer l'ensemble des fils électriques pour augmenter la puissance des fils électriques qui rentrent dans les maisons. Lorsqu'on doit changer les panneaux électriques pour entrer dans les maisons, c'est problématique. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir du gaz naturel en 2050 dans le réseau chez Gazifère? Absolument pas. Est-ce qu'on doit avoir des gaz renouvelables? Absolument. Et c'est pour ça qu'on a comme objectif d'être le premier distributeur canadien 100% renouvelable par canalisation. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en optimisation également avec le secteur électrique. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec une position qui est, à mon avis, extrémiste et qui aura des conséquences relativement importantes à certains égards. L'hydrogène, par exemple. Oui. L'hydrogène, on peut mettre présentement jusqu'à 20 d'hydrogène, 7 de l'énergie dans le système. À moins de refaire les canalisations à des coûts majeurs, là, ce qu'on voit dans les... Donc, c'est raconter un peu n'importe quoi de dire qu'on va chauffer à l'hydrogène, étant donné de termes de coûts par rapport à l'électricité. C'est beaucoup moins cher de déployer un réseau électrique puis de chauffer à l'électricité. Mon hydrogène, vous qui savez, vous qui savez ça, là, vous savez pertinemment, l'hydrogène sur lequel on travaille ici, elle va être produite comment, d'après vous? J'ai aucune idée. Pour avoir un coût raisonnable, j'ai aucune idée comment vous pouvez le faire. Et encore de distribuer à un coût raisonnable. Voilà l'enjeu. Alors, vous savez comment faire de l'hydrogène à un coût raisonnable et de le distribuer à plus que 7 dans le réseau? Alors, je vais expliquer ici quelque chose que mon valeureux collègue ne connaît pas. On travaille ici avec une entreprise qui a des rejets d'hydrogène. Je l'ai même nommé, donc malheureusement, peut-être qu'il n'a pas écouté ce quand je parlais tantôt. Donc, il y a des rejets d'hydrogène actuellement qui sont simplement envoyés dans les airs année après année. Ça fait 125 ans à Gatineau. 125 ans qu'on envoie des mégawatts et des mégawatts dans les airs. On a comme projet de récupérer cet hydrogène, de l'intégrer au réseau gazier. Maintenant, est-ce que ça se complète? Est-ce que c'est fini? Bien sûr que non, c'est le début. Et c'est ça, la transition énergétique.
Vous savez, je parlais avec des gens du tramway il y a quelque temps, puis ils me disaient « Quoi? Vous pouvez faire un tramway à l'hydrogène? » Je dis « Ben oui, vous pouvez faire un tramway à l'hydrogène. » Donc, on pourrait utiliser l'hydrogène. Oui, mais on n'y a pas pensé à ça parce qu'il n'y en avait pas. Ah, voilà. C'est ça l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit offert pour être capable d'y arriver. Le projet qu'on est en train de développer, c'est un projet pour maximiser les rejets énergétiques qu'on a dans la région, c'est-à-dire l'hydrogène, l'intégrer dans le réseau gazier au début pour en faire un point économique valable. Parce que le problème de l'hydrogène, c'est quand on tente d'en faire dans petite quantité, on le fait avec l'électricité, avec des tarifs élevés et des coûts très importants, et on a de la difficulté à produire l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène devrait rester dans le réseau gazier à long terme? Non. Il va rester dans le réseau gazier pour être distribué aux clients qui vont avoir besoin d'hydrogène en mode direct. Mais ce qui est important, c'est d'offrir cet hydrogène-là pour être capable de créer une économie basée sur l'hydrogène qui va pouvoir décarboner tout le secteur du transport. Le transport lourd dans la région, c'est un transport qui est excessivement complexe à décarboner autrement que par une source d'énergie de cette nature-là. La batterie ne fonctionne pas dans le bois. C'est trop lourd, c'est trop long, puis ça ne marche pas. Alors, une fois qu'on a mis ça en place, on est capable d'arriver à quelque chose. On travaille sur un projet de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et quand je parle avec des gens qui travaillent, parce que je vous parlais tantôt qu'il y a produire, il y a distribuer, puis il y a les consommateurs. On travaille chez Gazifère avec des partenaires qui, eux, veulent lancer la décarbonation du secteur transport. Ils ne peuvent pas arriver avec tous les camions à l'an 2026, quand on va être prêt pour donner de l'hydrogène, parce qu'ils n'en ont pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va intelligemment utiliser cet hydrogène-là pour décarboner rapidement notre réseau en attendant qu'on puisse transporter cet hydrogène-là vers les milieux où il y aura le plus de valeur, c'est-à-dire notamment le secteur du transport lourd. Si on avait une aciérie ici, on pourrait peut-être mixer les deux, mais la plus proche est à peu près à 250 km. Alors, c'est un peu compliqué à amener l'hydrogène par canalisation 250 km plus loin. Parfait. Monsieur Tabichoun, vous pensez-vous qu'il faudrait interdire les branchements au gaz dans les nouvelles constructions? Oui, tout à fait. Pour les Puis aller du côté de la géothermie, on ne parle pas beaucoup, on parle d'hydrogène, tout ça, mais on ne parle pas de géothermie. Tout à fait. Pour les nouvelles constructions, c'est certain. La capacité technique et économique, on a des moyens, on a des techniques qui sont actuellement disponibles pour décarboner le résidentiel, notamment lorsque c'est du nouveau bâti. Maintenant, j'aimerais juste revenir à l'hydrogène vert. En fait, en ce qui a trait à l'hydrogène vert, ce qu'il faut dire, c'est que, comme ça a été expliqué, la quantité qui va pouvoir être injectée dans le réseau va être limitée. Et même la stratégie québécoise de bioénergie, celle qui définit les orientations pour l'injection de gaz de sources renouvelables et la livraison de gaz de sources renouvelables au Québec, définit que le chauffage résidentiel est une priorité basse pour l'hydrogène vert. Pour quelle raison? C'est que aujourd'hui, il existe des technologies comme par exemple la thermopompe qui, elle, lorsqu'elle est utilisée dans le bâti résidentiel, fait en sorte qu'elle consomme 5 à 6 fois moins d'énergie que de l'hydrogène vert qui serait utilisé pour chauffer le résidentiel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une politique de décarbonation, il y a un enjeu de priorisation des usages. Puis en ce moment, on ne peut pas se permettre de gaspiller des énergies qui peuvent aller vers des usages dont on a réellement besoin pour décarboner, alors que des stratégies d'électrification directe existent déjà pour la décarbonation du bâtiment. Donc oui, effectivement, il y a cet enjeu-là de décarbonation du réseau gazier, mais il y a aussi un enjeu de priorisation des usages. Puis en ce moment, avec une stratégie d'injection de gaz de sources renouvelables avec des cibles réglementaires en amont, si en aval, on n'a pas des politiques de décarbonation des usages qui permettent de faire sortir ces usages qui n'ont pas besoin de gaz de sources renouvelables, ben on fait fausse route. Parce qu'en attendant, on laisse le réseau de gaz naturel en place et même s'étendre comme on le voit ici à Gatineau. Donc, l'injection d'hydrogène vert dans le réseau, il n'y a pas de souci. L'enjeu, c'est de prioriser les usages. Et ça va se faire que par la décarbonation en aval, par des politiques réglementaires, qu'elles soient au niveau municipal ou provincial. Et je le répète, lorsqu'on parle de cadre réglementaire, on voit ça souvent comme un enjeu de command and control, de régulation, mais avant tout, et en fait, il y a ces deux aspects, c'est un signal. C'est de dire aux gens, le gaz naturel, c'est terminé dans le bâtiment.
voici les échéances et il faut s'y préparer. Actuellement, le marché n'est pas prêt. Et d'ailleurs, ce que j'ajouterais, c'est que lorsqu'on parle d'information, de divulgation des données, de cotation, s'il n'y a pas un cadre réglementaire qui pousse les acteurs en ce sens, il n'y a rien qui se fera. Puis sur ce sujet-là, il y a un parallèle entre la décarbonation puis l'efficacité énergétique. On le voit à Montréal. À Montréal, leur exigence de divulgation des données pour le bâtiment va à la fois servir à fixer des normes de performance en décarbonation, mais également va donner des informations nécessaires pour évaluer l'efficacité énergétique et les avancées en consommation énergétique des bâtiments. Donc, un cadre réglementaire, c'est un cadre. Puis, il faut le voir globalement. Malheureusement, aujourd'hui au Québec, c'est des municipalités qui doivent aller de l'avant pour le demander, alors qu'il y a une série d'économies d'échelle qu'on pourrait faire si on avait un cadre réglementaire à l'échelle provinciale. OK. J'ai une question pour vous. J'entends beaucoup le mot « renouvelable » depuis tout à l'heure. Puis, il me semble que, dans la grande question, que le mot « renouvelable », il est venu à l'avant-plan de nos discussions sur l'énergie, peut-être dans les années 90, il aurait dû arriver plus tôt, là, parce qu'on s'inquiétait de l'épuisement de nos ressources, de nos ressources en gaz puis de nos ressources en pétrole. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la question de la renouvelabilité, je ne sais pas si c'est quoi le mot correct, elle a été complètement dépassée par la question de l'émission de GES. Qu'on ait une source d'énergie, peu importe, même si demain matin, le pétrole devenait renouvelable, puis on découvrait une sorte de pétrole qui se renouvelle tout seul, le problème des émissions de GES demeurerait, puis c'est vraiment ça qui est le problème à l'horizon, c'est le réchauffement climatique, puis tout le choc que c'est en train de créer sur la Terre, là, on le voit, le canal Rideau n'est même pas gelé. Donc, non, mais peut-être juste un mot, c'est pas nécessairement... C'est parce que vous voyez juste l'angle de la production à la consommation. Ce que vous oubliez, c'est qu'est-ce qui se passe avant. Alors, quand on parle, par exemple, de méthanol renouvelable, si on parle de gaz naturel renouvelable, c'est qu'on vient éliminer un CO2 qu'on va réutiliser. Donc, ça devient une boucle fermée, en réalité. Et donc, il n'y a pas d'émissions additionnelles qui se créent. L'électricité fait la même chose, ultimement, en supposant qu'on veut éliminer dans notre tête tous les gaz à effet de serre puis, qui sont créés par la mise en place des réservoirs. Une fois qu'on a mis ça de côté dans notre tête, on se dit maintenant c'est vert. Mais en réalité, ça fait 100 %. Ce qui rentre, sort, ça fait 0. Quand on parle de pétrole renouvelable, de gaz naturel renouvelable, c'est techniquement la même chose quand ce n'est pas carboréducteur. Alors, carboréducteur, c'est le cas, par exemple, des sites d'enfouissement où est-ce qu'actuellement, on émet davantage de CO2 équivalent par l'émanation de méthane versus l'utilisation utile de cette énergie-là. Et donc, il y a une émission de CO2 qui est beaucoup moindre que ce qui est émis, ce qui vient faire un carboréducteur. Mais je rajouterais quand même, on parle de changement climatique, on parle de réduction de gaz à effet de serre, mais comme Jérôme Duprat disait ce matin, ça s'inscrit dans un enjeu plus large de protection de l'environnement. Donc, quand on parle de changement de comportement, de réduction de l'empreinte environnementale, ça ne peut pas se limiter simplement, évidemment, à l'énergie renouvelable là, ou à l'énergie à faible impact environnemental, qui est le cas, par exemple, on peut dire, pour le nucléaire, quoique il y a un débat là-dessus. Là, mais, donc, ce sont des énergies à faible impact, en tout cas en termes de CO2. Là. OK. Et ma prochaine question est un peu liée à ça. C'est pourquoi on ne parle pas tant de géothermie depuis tout à l'heure? Parce que est-ce que c'est pas du tout une option? Ça coûte trop cher? Parce que ça, c'est vraiment carboneutre au maximum. C'est pas plus carboneutre que l'électricité qu'on produit au Québec, là, qui est produite aussi à très faible impact environnemental. Mais pour moi, la géothermie fait partie des thermopompes, fait partie de l'utilisation d'électricité très efficace. Donc, on parle d'efficacité énergétique. Quand on prend l'électricité, pas pour produire la chaleur, mais pour la transposer, soit c'est une thermopompe à air où on prend la chaleur de l'air extérieur, on la rentre. Donc, l'électricité fait ça, ou avec une géothermie, où là, on utilise l'électricité pour extraire la chaleur du sol, puis on chauffe la maison ou vice-versa. Là. Donc, ce sont des utilisations avec des avantages différents, là, évidemment, sur la pointe et autres choses comme ça, mais ça fait partie d'une électrification du chauffage. Là. La géothermie, l'enjeu, c'est un enjeu de coût. Personnellement, j'en ai une, je sais, je l'ai installée chez moi, j'ai vu les dégâts sur mon terrain, puis c'est moi qui ai ramené la terre, puis qui me bats encore avec mon terrain, essayer de le remettre droite, mais ça fonctionne à une merveille. C'est merveilleux.
mais ça coûte très cher. C'est le plus gros enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que ce n'est pas automatique. On a fait un test avec un client qui voulait s'en aller carboneutre idéalement. Il voulait s'en aller, il était prêt à payer pour la géothermie. On a payé pour faire le puits test et malheureusement, il n'était pas dans un endroit où c'était bon de le faire. Je sais qu'à Kentley, au moment de la mise en place du centre communautaire, ils ont fait les mêmes tests et il n'est pas non plus dans un endroit où c'était bon de le faire. Donc, c'est pas... Souvent, on a tendance à dire « Ah, c'est parfait, on s'en va électrique, c'est facile, c'est beau. Oups, il n'y a plus d'électricité. Ah, on va aller géothermie, c'est beau. Ah, non, ça ne marche pas tout le temps. » C'est pour ça qu'il faut combiner les choses en tant que tel. Alors, dire que est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire? Oui, c'est quelque chose qu'on développe. On est en discussion avec les promoteurs pour proposer la géothermie. Et dans le résidentiel, la géothermie reste quand même problématique parce que généralement, la géothermie dans le résidentiel ne permettra pas de réduire 100 de ta consommation. C'est-à-dire qu'à la pointe, la géothermie, lorsque ça fait 2 heures que ton tuyau roule, il arrête de rouler parce que sinon il va geler. Puis là, c'est problématique. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est l'électricité qui rembarque par-dessus. Fait qu'à la pointe, la géothermie n'est pas un gage de succès à la pointe, nécessairement dans le résidentiel. Dans le commercial, ça l'est un peu plus parce qu'on va payer davantage pour mettre l'ensemble des puits requis pour être capable d'éliminer. C'est un peu la même chose avec les thermopompes. Les nouvelles thermopompes sont un peu meilleures, malgré tout, perdent en efficacité lorsqu'on arrive à la pointe. Puis on est chanceux parce qu'on n'a pas eu des pointes longues. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Gatineau, on a eu une pointe longue, une pointe d'à peu près 5 jours, 6 jours. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi, je l'ai vu parce que c'est la seule fois où est-ce qu'on a dépassé notre maximum de gaz qui pouvait rentrer dans le réseau. Le problème de la pointe, c'est pas comment froid il fait, mais c'est comment froid il fait puis comment temps il fait froid. Parce que plus ça va, moins la capacité structurelle de la conservation de la chaleur dans le bâtiment est capable de le faire. Alors là, on était chanceux, le moins 40 qu'on a eu, là, ou à peu près, là, avec Hydro-Québec, là, on a passé par-dessus parce que ça a été court. Ça avait duré 4-5 jours, là, ça aurait commencé à être drôlement problématique. Et c'est ça l'enjeu de l'énergie. L'enjeu de l'énergie, là, c'est quand tu en manques. Jusqu'à temps que tu n'en manques pas, ça va bien, puis on pense que ça va bien. Mais regardez en Europe, quand il n'y en a pas eu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça l'enjeu. Je ne dis pas que c'est vers ça qu'on s'en va, on a la chance d'en avoir de l'énergie. Mais si on veut être capable d'y arriver, il faut s'assurer que l'ensemble des réseaux travaillent ensemble pour pas qu'on se trouve à manquer d'énergie en quelque part. Monsieur Tabuchon. Tout à fait. Par rapport à l'enjeu de la géothermie, ce qui est pertinent avec la géothermie, c'est qu'elle garde une importante efficacité, même par temps très froid. Au niveau des thermopompes, se développent aujourd'hui des thermopompes à climat froid. Et à ça, on peut coupler à une thermopompe un accumulateur thermique. Un accumulateur thermique, c'est une machine qui va permettre d'accumuler la chaleur en dehors des pointes à travers une consommation énergétique, puis qui va la relâcher en période de pointe. Puis il y a récemment une recherche un rapport qui est sorti d'Écohabitation et qui a montré que pour les nouvelles maisons, les nouvelles résidences unifamiliales, une thermopompe couplée à un accumulateur thermique était préférable pour une maison unifamiliale que la biénergie, et que ça permettait des économies de 17% par rapport à la biénergie lorsqu'on est sous une tarification dynamique dans le résidentiel. Et pour la pointe, ça effaçait totalement la pointe à l'aide de l'accumulateur thermique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut voir la décarbonation comme un gros enjeu, mais dès qu'on a les incitatifs nécessaires, on va commencer à regarder de manière plus précise au cas, par type de bâtiment. Puis on va voir qu'il y a des possibilités de décarbonation qui, aujourd'hui, ne légitiment pas un raccordement au réseau de gaz naturel. Donc voilà encore une utilité d'un cadre réglementaire dont on a bien besoin aujourd'hui. Ouais. Il ressemblerait à quoi votre cadre réglementaire idéal? Ouais. Ben, en fait, l'enjeu d'un cadre réglementaire, c'est d'offrir un signal à l'ensemble des parties prenantes. Donc, effectivement, il va y avoir des enjeux de consultation. La Ville de Montréal a produit une consultation publique où est-ce que l'ensemble des parties prenantes sont venues présenter les conditions de réussite. En gros, la Ville de Montréal a dit la décarbonation du bâtiment est une exigence, le zéro émission dans le nouveau bâtiment est une exigence, et des exigences de performance dans le cadre bâti existant, des exigences de plus en plus rigoureuses,
pour une carboneutralité en 2040, en fait, ça c'était l'exigence. Par contre, la consultation publique venait où les parties prenantes venaient formuler les conditions de réussite de cette politique. Puis, en fait, lorsqu'on parle de conditions de réussite, on peut penser notamment à l'accès aux données, donc autant pour le régulateur public que pour l'ensemble des parties prenantes. On peut penser aux aides financières. Par contre, tout ce qu'on va mettre en œuvre autour de ça, l'incitatif principal, ça va être ce cadre réglementaire. Puis, en fait, le cadre réglementaire, dans chaque région, va être formulé en fonction des besoins, en fonction des attentes des gens. Par contre, moi, ce que j'ai présenté dans mon exposé, c'est cette présentation-là en 2 volets. C'est dire, dans le nouveau bâtiment, il y a possibilité de faire sans le gaz naturel, et dans le cadre bâti existant, il faut avoir une politique vigoureuse pour atteindre nos objectifs dans les prochaines années. Vous, M. Mousseau, il ressemble à quoi votre cadre réglementaire idéal? Au-delà du bâtiment isolé, il faut aussi mettre en place un cadre réglementaire sur l'aménagement du territoire qui favorise le déploiement d'infrastructures qui sont plus adaptées, puis qui font aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport, par exemple. Et comme montrait Pierre-Olivier, par exemple, évidemment, des maisons jumelées, des maisons plus intégrées vont consommer moins d'énergie. Donc, on va réduire les impacts de pointe, des choses comme ça aussi. Mais donc, il faut penser une transformation qui ne s'arrête pas bâtiment par bâtiment. Mais pour moi, on a besoin d'une réglementation sur la pointe, par exemple, qui permette de s'attaquer aux problèmes directement en disant il faut gérer la pointe de manière à 0 émission dans un contexte où on veut avancer rapidement. Mais est-ce qu'il faudrait, mettons, une loi un peu comme il y a en Ontario qui permet là, de construire des multi-logements sur des parcelles qui étaient auparavant zonées unifamiliales, en obligeant que ce ne soit pas au gaz? Est-ce que ça prend quelque chose de précis on a besoin d'innover puis de transformer le tissu urbain. Et donc, on ne peut pas maintenir, on peut avoir des pieds carrés minimaux pour des maisons dans certains quartiers. Ça n'a pas de sens, si on veut. Et il faut densifier. Donc, c'est certain qu'on doit revoir la façon dont on le fait, de manière acceptable. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir des 12 étages partout, là, mais on peut densifier. Si on suffit d'aller en Angleterre, il suffit d'aller aux Pays-Bas, où ce sont des pays extrêmement denses, où on n'a pas des tours partout. Là. Les gens ont des maisons, mais c'est des constructions denses. Et vous, M. Tran, votre cadre réglementaire idéal? Le cadre réglementaire idéal, ce serait de donner plus de liberté aux acteurs dans l'industrie énergétique au niveau plus provincial. On parle de discuter avec Hydro-Québec, on parle de travailler avec des acteurs différents, c'est complexe. Puis là, quand on tombe au niveau réglementaire, c'est excessivement complexe. Deuxième élément qui est important au niveau du cadre réglementaire, c'est mettre des obligations réglementaires. Donc, à titre d'exemple, moi, je me suis déjà fait poser la question, est-ce que tu veux vraiment, en tant que petit distributeur, avoir un minimum de GNR dans ton réseau? J'ai dit oui, je veux ça, parce que sinon, mon régulateur ne me permettra jamais d'en amener. De quoi dans le réseau? GNR? Du GNR, du gaz naturel renouvelable. Ah. Parce que j'ai dit, si je n'ai pas l'obligation, mon régulateur, là, lui qui lit la loi, il va dire, tu n'as pas besoin d'en mettre, mais en pas. Fait que nous, il faut se battre contre ces éléments-là. Alors, je vous dirais, plus on va être poussé par le régulateur à aller rapidement, plus facile ça va être. C'est pas qu'on ne veut pas souvent, c'est qu'on est empêché d'aller dans cette direction-là. Puis le troisième élément qui est important, c'est au niveau de la municipalité, c'est tout ce qui entoure l'efficience des structures dont on parle. Oui, l'efficience des maisons. On parle, souvent on va avoir un aménagement qui va faire en sorte que la rue est droite. Le soleil est un peu croche, mais toutes les maisons sont droites, puis on élimine l'utilisation du solaire passif. Il y a beaucoup de petites décisions à gauche, à droite qui doivent être prises pour vraiment venir réduire de manière importante notre consommation d'énergie. Dans tout ça, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'élément coût. Puis c'est là que ça devient très complexe, la transition énergétique. On parle d'Hydro-Québec, on parle de la pointe. Je ne sais pas si vous savez un petit peu les chiffres, là, mais juste de même, là, la pointe minimale chez Hydro-Québec, c'est autour de 13 000 MW à l'été. La pointe maximale, c'est autour de 40 000 MW à l'hiver. C'est énorme. Tant qu'on parlait tantôt là, de dire on est là juste pour 100 heures, on sait très bien que le 100 heures, c'est aujourd'hui, mais que le 100 heures va s'élargir de plus en plus dans les prochaines années avec l'électrification qu'on est en train de mettre en place. C'est bien, c'est parfait, puis il faut être capable de continuer à électrifier un paquet de choses. Il faut savoir gérer ces éléments-là.
C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'études pan-canadiennes qui sortent, où est-ce que c'est le mélange des sources d'énergie entre elles qui permettent d'arriver aux objectifs de décarbonation au meilleur coût possible. Et là-dessus, je pense qu'une réglementation qui permettrait justement d'allier ces choses-là, ce serait idéal. Monsieur Mousseau, je vous ai vu faire une petite face. Ben, en fait, je ne sais pas de quelles études vous parlez, donc j'aimerais bien les voir parce que si je regarde les études technico-économiques nous amènent plus vers une électrification massive en termes de coûts. En termes de pointe, vous dites qu'il y a un facteur 3, mais dans le gaz naturel, la différence entre la pointe d'été et le creux d'été et la pointe hivernale est encore beaucoup plus grande que dans ce réseau électrique, par exemple. C'est tout à fait vrai. Par contre, il y a une autre chose qui est merveilleuse avec l'industrie gazière. Pardon? Vous pouvez stocker localement. On peut stoffer, on ne stocke pas localement, mais c'est pas grave, c'est tout interrelié. C'est ce qui est merveilleux avec ça. Alors qu'au niveau de l'électricité, l'enjeu, c'est la dynamique directe. Et c'est ça qui est difficile dans l'électricité. Si avec quelqu'un qui trouvait la batterie géniale demain matin, là, on l'électrifierait à peu près partout, tout. Le problème, c'est qu'elle n'est pas encore trouvée. L'enjeu, c'est un enjeu technologique. C'est un breakthrough, là, on passe à une autre étape énergétique, mais on n'est pas là. Alors, on peut rêver, on peut espérer, mais on n'est pas là. Alors, tant qu'on n'y sera pas, malheureusement, il faut travailler avec les outils qu'on a. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que en ce moment, avec le gaz naturel et la pointe, il y a un enjeu de... On a le gaz naturel qui nous aide. On est dopé au gaz naturel. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que sur l'ensemble du système, sur l'ensemble des parties prenantes, l'horizon de fin du gaz naturel pour les usages qui sont électrifiables, on ne le voit pas. Donc, il y a une série d'actions qui pourraient être menées, notamment au niveau de la tarification, notamment au niveau des mesures en efficacité énergétique, etc., qui ne sont pas du tout à la mesure du défi qu'on a. Puis, en fait, il faut prendre ça globalement, dans le sens que le gaz naturel, en ce moment, on voit un signal qui n'est pas bon pour les trajectoires qui sont à venir. Est-ce que... Juste une seconde. C'est le temps de commencer à penser à vos questions du public, parce que dès que M. Trahan a fini, on passe à vous. Juste mentionner, au Québec, il y a 4,2 millions de consommateurs électriques là, qui consomment, dont 4 millions n'ont pas accès au gaz naturel. Je ne sais pas combien ont accès au pétrole. Le dopage qu'on a au Québec, c'est à l'électricité, c'est pas au gaz naturel. En fait, ce qu'il faut également définir, c'est que l'électricité, il y a des usages qui aujourd'hui au Québec sont efficaces. Par contre, au niveau du gaz naturel, il y a une trajectoire de sortie du gaz naturel qui doit être faite. Et en ce moment, les signaux ne sont pas bons dans l'enjeu de la décarbonation. Au niveau de l'électricité, avec l'enjeu de la pointe, il y a des signaux tarifaires qui existent pour améliorer nos objectifs en termes d'efficacité énergétique, même s'ils ne sont pas suffisants pour l'instant. Par contre, on voit le mur arriver. Avec le gaz naturel, on a besoin d'une intervention des régulateurs publics pour nous faire sentir cette limite-là. Parce que la limite de la lutte au changement climatique et de la transition énergétique, elle est plus diffuse que ce qu'en ce moment on est en train de vivre au niveau des structures électriques. Bon, on passe aux questions du public. Il nous reste 10 minutes, même 9 minutes. Il y a 3 personnes, ça fait 3 minutes. Questions et réponses. Faites ce cours. Merci beaucoup. Mon nom est Jocelyn Fournier, Action Climat Outaouais, un consommateur, comme nous tous, d'énergie. Puis j'aimerais qu'on se place dans la situation globale. Je vais vous citer M. Guterres lors de la dernière COP27. M. Antonio a annoncé ce qui suit. Nous devons réduire drastiquement les émissions maintenant et le monde doit mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles en investissant massivement dans les énergies renouvelables. Maintenant, une question pour vous, M. Trahan. Puis peut-être, si j'ai un peu de temps, je pourrais vous rassurer par la suite pour la géothermie. Monsieur Trahan, comment l'injection d'hydrogène dans le réseau gazier de Gatineau va-t-il contribuer à la diminution des GES émis lors du chauffage au gaz de schiste par le présent et futur parc immobilier? OK. Donc, je reviens à ce que j'expliquais tantôt. Là. Je ne veux pas me répéter, là, mais en date d'aujourd'hui, on émet de l'hydrogène dans les airs. Donc, on va récupérer une énergie qui est perdue et on va l'injecter dans le réseau gazier. On va l'utiliser. Donc là, on vient de faire un gain net. Et en ayant ça, souvent dans l'industrie du gaz, on dit « build it and they will come ».
En ayant mis ça en place, on va avoir un accès à un hydrogène à faible coût dans la région qui va nous permettre, en plus, de commencer la décarbonation de tout le secteur du transport lourd. C'est ça le grand avantage de travailler en combinaison. Vous comprenez que moi, ce que j'ai retenu là, du mémoire déposé par Evolugène dans votre partenariat lors de la consultation publique de mai 21, dans le cadre du développement du plan climat de la Ville, Evolugène parle spécifiquement de produire son hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. C'est ce que j'ai compris, du moins. Par l'installation d'un hydrolyseur de 50 MW. Non, il y a deux partenaires. L'hydrogène dans l'air, je n'avais pas retenu ça, excusez-moi. Ben, j'en ai parlé tantôt. Là. On a un nouveau partenaire qui est ERCO Mondial, qui depuis 125 ans émet l'hydrogène dans l'air parce qu'ils ne sont pas capables de le réutiliser. Ils cherchent une manière de le réutiliser et c'est avec nous qu'on travaille. Evolugen va s'ajouter. Donc, ultimement, le projet d'Evolugen est toujours en place, mais il va s'ajouter au moment où il sera utile, justement pour aller chercher les usages les plus bénéfiques au niveau de l'hydrogène. Alors, l'intérêt ici, c'est la mise en place, c'est l'accessibilité à une source d'énergie renouvelable, verte, qui va permettre de décarboner des secteurs où la batterie, par exemple, n'est pas capable d'aller. En attendant, il faut le rendre économique, ce système-là, et c'est là où on vient travailler avec le système gazier pour rendre le tout économique, pour assurer la décarbonation du deuxième secteur qui est plus problématique parce que les équipements ne sont pas encore 100% disponibles, et donc il va y avoir une vitesse de croisière là, de la demande qui va être longue avant d'arriver. Alors, il faut appareiller ces éléments-là ensemble, et c'est là-dessus qu'on travaille. OK. Permettez-moi d'être perplexe parce que monsieur... Vous avez dépassé votre 3 minutes, je suis désolée. Non, Il y a d'autres personnes qui attendent pour poser des questions. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour. Ma question ne s'adresse pas nécessairement aux 3 panélistes, mais à l'ensemble des panélistes. En fait, je suis, à chaque fois qu'on parle d'environnement, je suis toujours un peu interpellé par l'écart qui existe entre la connaissance scientifique, la solidité des arguments scientifiques concernant l'environnement, les changements climatiques, la clarté des mesures aussi, on en a vu ce matin, qu'on nous propose. Donc, l'écart entre ça et le manque de courage ou de volonté de nos élus aux différents niveaux, mais pas juste de nos élus, de nous comme citoyens, on est tous préoccupés par l'environnement, puis je suis certain qu'on a tous des squelettes dans le placard, dans nos comportements environnementaux, des choses qu'on n'est pas prêt à faire qui pourraient nuire à notre confort. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a de la recherche au niveau de la science comportementale qui existe ou qui se fait pour qu'on comprenne un peu mieux pourquoi nos élus et nous, comme citoyens, on n'arrive pas à changer, puis on se met la tête dans le sable plutôt que de faire les compromis puis de vivre les conséquences des choix qu'on doit faire. Merci. Les pays où ça avance, ce sont des endroits où on n'attend pas que les citoyens descendent dans la rue tout le temps et on a une vision où on comprend comme État ou comme gestionnaire ou comme élu qu'on a une responsabilité de faire le bien public. Et on met en place des programmes, des plans avec des vraies mesures, avec des vraies stratégies qu'on va évaluer avec des corrections à mesure qu'on avance. On regarde la Suède, ils sont en transition énergétique depuis 1990, à travers les gouvernements, sans que les citoyens, et pas toujours au niveau où on... Non, Greta Thunberg vient de la Suède et se plaint que ça avance pas assez vite. Donc, ce n'est pas parfait, mais il y a des pays où on a mis ça en place, où c'est l'État qui comprend la nécessité d'avancer. Ici, on n'arrive pas à avoir un État ou à différents niveaux qui sont capables de mettre en place des mesures qui sont en accord avec leurs propres promesses. La promesse de 37,5 ou 35 de réduction de gaz à effet de serre, si je parle de Gatineau, pour 2030, ça ne peut pas se faire magiquement. Si on est sérieux, on ne peut pas décarboner le transport à 35 en 7 ans, okay? À moins de fermer puis d'empêcher les gens de se déplacer. Il faut s'attaquer au bâtiment parce que c'est plus facile. Puis surtout ici, il y a beaucoup de mazout, beaucoup de gaz naturel. Donc, il y a beaucoup d'émissions qui viennent du bâtiment. On sait quoi faire. Donc, si on veut atteindre le 35 il va falloir décarboner le bâtiment à 70, 80, 90 au cours des 7 prochaines années parce qu'on n'y arrivera pas dans les autres secteurs à la même vitesse. Donc, il n'y a pas de magie là-dedans. Après ça, on peut prendre les discours, on dit on va garder un peu de gaz d'hydrogène, ça justifie de garder 94 de gaz naturel pour avoir notre 7 d'énergie d'hydrogène parce que c'est comme ça qu'on va sauver la planète.
Ça ne marche pas quand on fait les calculs. C'est le passage à l'échelle est incompatible avec beaucoup de ces prétentions-là. Dernière question. Ce n'est pas tellement une question. Mon nom, c'est Guy Latreille. Je m'intéresse à l'énergie depuis 50 ans, ce qui ne vous dira pas mon âge, mais c'est comme ça. Avec le gaz aussi, on fait beaucoup d'engrais, évidemment. Fait que là, faire du chauffage, c'est cute, mais faire des engrais, c'est bien, bien important aussi. Je vais attirer l'attention de tout l'auditoire, puis merci à tout le monde, l'université, la ville, d'avoir organisé un événement comme celui-ci, parce qu'on va en avoir besoin. 2 considérations. La première, c'est que tous les renouvelables, éoliens et solaires, ils sont bien nommés parce que dans 15 ans, il faut reproduire les éoliennes puis les panneaux photovoltaïques, premièrement. Deuxièmement, ça prend du charbon, du pétrole ou du gaz pour faire une éolienne ou pour faire un char électrique ou pour faire finalement carrément même des panneaux solaires. Deuxièmement, ce que je veux souligner dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais fait de transition énergétique dans l'histoire du monde. C'est jamais arrivé. On a juste empilé l'énergie. À partir de 1850, on a empilé le charbon par-dessus les muscles, le pétrole par-dessus le charbon puis les muscles, le gaz récemment par-dessus le pétrole, le charbon puis les muscles. Puis finalement, il y a 2 grands équipements lourds qu'on appelle des barrages hydroélectriques. Hydro-Québec est un champion planétaire, mais aussi des centrales nucléaires qui ne peuvent pas se faire sans pétrole, charbon et gaz, à ma connaissance. Et c'est renouvelable, ça aussi, mais ça dure plus longtemps qu'une éolienne ou un panneau solaire. Votre panel nous révèle finalement les difficultés qui sont sur la table. Et puis, comme monsieur, finalement, de Gazifère nous le souligne, les solutions vont résulter d'une coopétition. Il faut que les gens collaborent entre eux, absolument. Ça, on n'aura comme pas le choix. Puis moi, l'urgence climatique, je dirais que ça ne m'inquiète pas pour 2 cents, mais ce qui m'inquiète beaucoup, par contre, on va dans le même sens, c'est qu'il y a une raréfaction planétaire sérieuse, voire jusqu'au tarissement du pétrole, du charbon puis du gaz. Puis ça, je le sais que c'est pas facile s'en passer. C'est tout ce que je voulais souligner, pour le bénéfice de tout le monde, je pense, parce qu'on est bien intentionné, mais on ne veut pas changer nos habitudes. On ne veut pas changer nos villes. On ne veut rien changer. Ce n'est pas en faisant des chars électriques, puis on n'a même pas la capacité d'avoir assez de lithium puis de nickel pour faire les batteries. Toute la production, je finis là-dessus, toute la production de la plus grosse usine de batteries au monde, Tesla, avec Musk aux États-Unis, il pourrait alimenter notre besoin énergétique pendant 3 minutes. Merci. Je vous donne 10 secondes chacun pour conclure. 10 secondes, peut-être 15. Bien, écoutez, pour conclure, je vous dirais, nous, on est ici pour collaborer avec les municipalités, collaborer avec les partenaires locaux, collaborer avec tout le monde qui va vouloir collaborer à la transition énergétique pour Gatineau. On veut mettre en place un système qui va être le plus rapidement carboneutre et idéalement carboréducteur. Et on ne veut pas juste parler du bâtiment, on veut parler de l'ensemble des énergies qu'on utilise, puisqu'ultimement, le gaz naturel qui se transformera en gaz naturel renouvelable en mixé avec l'hydrogène permettra de décarboner l'ensemble des secteurs, non pas uniquement un secteur. Merci. Ce que je dirais, c'est que en ce moment, l'enjeu de la décarbonation, c'est un enjeu de la bonne énergie au bon usage. Actuellement, avec le bâtiment, on a un secteur sur lequel il y a une électrification directe qui peut se faire de manière intelligente et de manière efficace. Il ne faut pas s'en priver, parce que l'ensemble des autres énergies qui ont été mentionnées aujourd'hui, elles seront beaucoup plus limitées dans notre mix énergétique et devront aller vers des usages sans regret, des usages pour lesquels l'électrification directe sera très difficile d'un point de vue technique et économique. Donc, il y a cette réflexion-là à faire, et cette réflexion, elle ne pourra pas se faire uniquement à travers des enjeux d'arbitrage quotidien, mais il faut avoir des orientations puis des objectifs clairs qui vont avoir l'appui de régulateurs publics. Il faut que ce cadre-là, il ne soit pas fluctuant, puis qui respecte nos échéances. Donc, voilà. Merci. Les objectifs qu'on s'est donnés politiquement, là, donc que ce soit la Ville de Gatineau, que ce soit le gouvernement du Québec ou Canada, sont ambitieux, ils sont complets et ils sont difficiles à atteindre. Et si on n'est pas prêt à faire les calculs comme il faut, puis à évaluer correctement ce que ça représente, et ça ne représente pas des transformations du système énergétique à la marge, ça représente des transformations en profondeur, alors on ne peut pas additionner des trucs à la marge pour arriver à la profondeur. Il va falloir faire des vraies transformations. Merci. Merci. Merci à vous 3. Très intéressant. Alors, j'invite
Annick Desmarais à venir. Luc, il y a des nouvelles fonctions là, qui ne sont pas écrites sur mon papier. Elle va vous le dire. Merci beaucoup. Il y a de l'énergie dans l'air. On aurait pu en produire ce matin. Je pense qu'avec ma nervosité, je pourrais chauffer ma maison. Des fois, je me demande pourquoi j'ai décidé de faire de la politique. J'ai tellement de difficultés à parler en public, mais je suis vraiment excitée que vous soyez là, que ça se soit passé, que ça se soit réalisé. C'était parti comme pour être une petite rencontre entre nous pour se sensibiliser. Bien là, il y a beaucoup de monde, c'est enregistré. Il y a beaucoup de stock, beaucoup de stock, beaucoup de choses qui sont dites ce matin. Je n'essayerai même pas de résumer. Moi, j'ai voulu faire cet événement-là pour mes collègues autour de la table du conseil municipal. Vous savez, les villes ont un rôle incroyable à jouer et une multitude de rôles. Puis là, tout d'un coup, tiens, il faudrait faire la transition énergétique aussi. Mon père et ta mère, ils s'occupaient des vidanges, du déblaiement puis de l'eau. C'était à peu près ça. Nous autres, on s'occupe du logement, de la transition énergétique, de la transition écologique, la protection de nos milieux naturels, toutes des choses qu'on a besoin de faire et qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Je voudrais remercier tout le monde, Catherine, Marie-Claude, Mathieu Charon, qui est l'instigateur de ce forum, tous nos panélistes, merci beaucoup, Hydro-Québec, Énergie, Le Credo, Frédéric, mon collègue, partner in crime pour les prochaines années, j'espère. Moi, j'ai entendu des choses, le leadership municipal, c'est vrai ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait de la politique, même si c'est pas facile. On est chanceux à Gatineau, on est entouré d'experts. On a le Credo, on a l'UQO, on a beaucoup d'experts ici dans la région, mais aussi dans le reste du Québec. Et je vous remercie aux panélistes qui contribuent, aux chercheurs qui contribuent à nous éclairer. Donc, oui, on peut agir. Moi, je suis une grande anxieuse, vous le savez, là, l'anxiété climatique, je l'ai, mais j'agis. Et on est là pour ça. On a un plan climat, c'est notre feuille de route. Frédéric a développé ça et là, pour le mettre en œuvre, évidemment, ça va nous prendre de l'argent. On a mis de côté. Est-ce que c'est assez? Sûrement pas, mais on va y réfléchir. D'ailleurs, j'ai été nommée sur la commission des finances. Je suis vice-présidente de la commission de l'environnement. Je pense que vous pouvez imaginer les liens que je vais faire entre les deux. Donc, on a entendu M. Duprat, il faut bâtir la ville sur la ville, il faut protéger nos milieux naturels, il faut aménager notre territoire correctement, il faut regarder nos actifs immobiliers qu'on a en ce moment, les améliorer l'efficacité énergétique. Il faut construire mieux, certainement. Il faut que nos opérations municipales soient améliorées. On crée des GES nous-mêmes par la façon dont on gère l'eau et la façon dont on gère nos déchets. Par contre, on a des opportunités. On a entendu ça. On peut stimuler l'économie gatinoise. On peut nous-mêmes créer de l'énergie à Gatineau, mais aussi dans l'ensemble de l'Outaouais. Ça, c'est intéressant. Évidemment, on peut légiférer, nous, comme conseillers municipaux, mais il faut bien réfléchir, il faut bien penser nos décisions au moment de le faire. Évidemment, la plupart des gens, comme moi, qui font de la politique municipale, sont des généralistes. Vous êtes là pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Évidemment, moi, je suis une militante écologiste, fait que j'écoute mes amis écologistes, puis on s'encourage entre nous. Par contre, ce que je voulais faire, c'était inviter des gens qui ont des points de vue différents, puis qu'on puisse avoir vraiment basé nos décisions sur les faits. Alors, même s'il y avait, moi j'ai ça, la chicane, là, mais c'est ça que je voulais créer ce matin, c'est ça qu'on voulait, des discussions. Il faut sortir de notre chambre d'écho puis ouvrir nos horizons. Donc, des mots que je retiens, évidemment, efficacité énergétique, la sobriété, l'optimisation de ce qu'on a,
Il y a aussi toute la question du changement des comportements individuels. Ça, c'est intéressant. On aurait pu inviter des psychologues ce matin pour nous expliquer comment changer. La sortie du gaz naturel, oui, on a compris que c'était pas si simple qu'on pensait. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va falloir faire des choix, évidemment, si on veut atteindre nos objectifs de réduction de GES. Il va falloir aussi prioriser parce qu'il y a beaucoup de stock, qu'il y a beaucoup de choses à faire. À la Commission de l'environnement, on a discuté, on parlait des éco-gestes, puis à un moment donné, on a dit, OK, c'est beau les couches jetables, les couches pas jetables, hein? Mais nous autres, on voudrait avoir un impact maximal le plus rapidement possible. Ça va être une transition énergétique qui, quand on vous écoute parler, semble presque impossible à faire dans les prochaines années, mais on va essayer. Donc, on va travailler ensemble à la Ville de Gatineau avec nos autres partenaires, avec les différentes commissions qui sont là, donc, où les citoyens sont invités à participer aussi. La suite à donner à ça, écoute, j'aurais voulu avoir une idée de génie puis dire la semaine prochaine, on va faire d'autres choses, mais là, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de questions encore qui restent qu'on veut traiter. Évidemment, à court terme, la décarbonation des bâtiments me tient fortement à cœur, donc on pourrait continuer la discussion à ce sujet. Je regarde l'heure, il est midi, il faut quitter la salle. Par contre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre événement après, j'inviterai les panélistes et les organisateurs là, à venir à l'avant pour une photo. Une petite photo, puis je vous invite à continuer à discuter avec nous. Et je vois quand même beaucoup de visages familiers, donc des gens qui pensent un peu comme nous. Je vous invite à inviter ceux qui ne pensent pas de même ou ceux qui ne sont pas informés à s'informer, à écouter le panel qui est enregistré, qui est maintenant en ligne. Merci beaucoup.